Merci de votre fidélité à Télé 50, c'est l'heure de Ça fait débat, votre mission de politique croisée. Alors, quid de la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU pour la RDC appelant au dialogue et l'organisation des élections dans les respects des délais constitutionnels? La reconduction de la MONUSCO encore une année de plus malgré la demande du gouvernement de la RDC de réduire de moitié les troupes de la MONUSCO. L'ONU s'était-elle imposée? La charte le permet. Qu'en pensent ces acteurs politiques ici en République démocratique du Congo? Ça fait débat. Ne nous quittez pas. Et puis la deuxième thématique, Moïse Katumbi, candidat de G7 à la présidentielle. Une annonce qui a suscité plusieurs réactions, d'ailleurs celle de l'UNC, l'opposition. Met-elle la charrue avant le bœuf? Une question qui se pose. Des candidats présidents sans calendrier, bien sûr, électoral. Cette opposition qui ne rêve que de l'alternance ou soit le départ du camp kabiliste se bouscule-t-elle au portillon pour la présidentielle? Et le calme de l'AMP, ce silence qui inquiète. Ça fait débat avec des acteurs politiques sur ce plateau. Maître Zakari Kenda, il est cadre au sein de l'UDPS. Merci d'être là, Maître Zakari. Merci. Ah, voilà. Et face à vous, Fidel Moussango, il est chroniqueur, analyste politique, coordonnateur du journal Les Phares. Fidel Moussango, merci d'être venu. Merci de coller, cher collègue. Et à vos côtés, Jean-Hervé Mbelou, il est cadre de la NAD. C'est parti au sein de la majorité. Merci d'être venu. Merci. Et dans un instant, honorable Boris Maïlezo, député élu de Kamango au Grand Nord, il est de l'FDC, parti de la majorité. Il sera avec nous. Quid de la résolution 2277 pour le Conseil de sécurité de l'ONU? On commence d'abord avec cet appel, oui, l'appel au dialogue et l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Du côté de la majorité, Jean-Hervé Mbelou, comment vous avez accueilli cette dernière résolution sur la RDC? Je crois que lorsque vous analysez depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, l'ensemble des résolutions votées par les Nations Unies, vous allez en compter plus d'une centaine. Mais il est nécessaire qu'une résolution qui est votée à partir de New York puisse réellement refléter la réalité sur terrain. Donc pour la majorité, il n'y a pas du tout d'inquiétude. Donc c'est une résolution comme toutes les autres. Mais la particularité de cette résolution est qu'elle encourage ou elle appelle les acteurs politiques à la tenue d'un dialogue inclusif en vue de baliser le chemin à la tenue des élections crédibles et dont les résultats seront acceptés par tous. Et sur le plan militaire, je crois que cette résolution vient comme un cheveu dans la soupe parce qu'elle ne tient pas compte des évolutions sur terrain, notamment les travaux intenses au sein du dialogue stratégique qui est instauré entre le gouvernement de la République et la MONUSCO. Et ces travaux qui ont été sanctionnés le 19 mars passé par la signature du premier mémorandum ou du premier compte rendu signé par le chef d'état-major de la force onusienne ainsi que le chef de la délégation du gouvernement congolais. Donc cette résolution vient comme un cheveu dans la soupe. Si on doit s'en tenir uniquement à cette résolution, je pense que sur le plan sécuritaire et sur le plan militaire, elle risque de plomber le moral des troupes sur terrain, que ce soit les troupes de la MONUSCO et même les troupes de FARDC qui sont engagées. Une résolution qui vous dérange parce qu'on dit des élections. J'ai dit qu'il y a deux volets de cette résolution. Il y a les volets militaires et les volets politiques, je peux ainsi m'exprimer. Donc c'est le volet militaire qui ne tient pas compte des évolutions sur terrain. Voilà. Vous savez très bien que la MONUSCO et le gouvernement de la République sont engagés dans un dialogue stratégique où il était question de réduire un certain nombre de troupes de casques bleus, mais la résolution vient couper le souffle aux troupes qui travaillent sur terrain. Donc je crois qu'il y a nécessité qu'elle puisse être tropicalisée en vue de l'adapter aux réalités sur terrain. Sinon, elle risque de bloquer l'avancement des travaux sur terrain et entamer même le moral et même la confiance entre les différentes troupes, entre les partenaires qui sont suffisamment avancés dans les travaux de ce dialogue. Avant l'opposition, Fidel Moussango, vous êtes un analyste politique ici en RDC, bien sûr, journaliste et grand chroniqueur politique. L'appel au dialogue, encore une fois, par le Conseil de sécurité de l'ONU et l'organisation des élections,
à bon délai, dans les respects du délai constitutionnel. Quelle analyse vous avez? Écoutez, c'est quand même dommage et déplorable, ça fait mal au cœur, que les Congolais ne parviennent jamais à trouver des solutions à leurs problèmes entre eux-mêmes. Il faut faire venir les Rwandais, les Ougandais, les Kwa, les Kirghizes, pour un problème tout à fait simple, qu'on peut résoudre par nous-mêmes. On crée des histoires, des difficultés, on ne va pas aux élections, on vous amène au dialogue, à cette histoire des concertations, pour éviter d'attaquer le problème de fond, les élections. Dans chaque pays au monde, dès que l'élection est passée, comme en France, on sait que dans une année, il y a élection présidentielle. Et on s'y prépare. Il y a un département qui s'occupe de cela. Chez nous, non. Au lieu de préparer ça aux concertations, on y fait 6 mois, 8 mois, et puis on sort, il n'y a rien. Maintenant, vous allez le dialogue. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Parce que le problème principal, c'est quoi? Est-ce que la CENI a reçu des moyens? Non. Est-ce que l'État a les moyens? Oui. Est-ce que les partenaires peuvent nous aider? Ils disent oui. Mais demande d'abord quel est votre portefeuille. C'est ça la question. Donc, mais ce ne sont pas des questions qui nécessitent qu'on dialogue ensemble. Mais non, ça ne sert à rien, c'est la mauvaise foi. Vous allez dialoguer combien de fois? Pour faire les élections, il faut dialoguer. Il y a la CENI. Le problème, c'est la CENI. C'est tout. Il faut dire cette CENI ne convient pas. Pourquoi? Parce que le financement. Non. Le problème, la composition de la CENI. Vous savez, quand vous voyez l'histoire de la CENI, vous vous rendez compte que quelque part, il y a une mauvaise intention. Très mauvaise intention. En vertu de quoi? Je te suis posé la question. La majorité doit avoir plus de membres à la CENI que les autres. Or, la CENI est censée être un organe neutre. Indépendant. Non, il faut ceci, il faut cela. Ça n'a pas de sens. Et quand elle est majoritaire, et au moment des votes, elle va voter pour la personne qui l'emploie. Alors, petite question fidèle. Ouais. C'est comme si vous rejoigniez l'homme de la majorité, M. Jean-Hervé Mbelou, qui dit c'est vraiment un cheveu dans la soupe. Non. Là, il parle de la force onusienne, du fait que Kinshasa veut réduire les forces onusiennes. Mais c'est une erreur. Nous ne contrôlons même pas l'essentiel du territoire. Ça échappe au contrôle. Oui, prenez un camion à Fizi. Pour arriver à Bukavu, vous arrivez à un morceau détaché. Il y a des Maïmaï XY, des Maïmaï YZ. Il y a quand même les gens se déplacent, fidèles. Mais non, moi j'étais là en 2011. Et je vous dis d'abord, il n'y a pas de pont. Vous devez passer dans des cours d'eau. Il faut avoir des jeeps. C'est un deuxième élément. L'insécurité, vous tombez sur les Maïmaï Nyatura, Maïmaï Zézi. Alors, quand vous quittez Bukavu, pour arriver à Bunyakiri, vous rencontrez les FDLR qui circulent librement, qui entrent au Congo et rentrent au Rwanda comme ils veulent, au vu au sud de tout le monde, qui donc tuent, pour vous, le gouvernement n'avait pas raison. N'a pas de raison parce que l'armée nationale ne contrôle pas l'Est. La preuve, ici maintenant on parle de génocide des Nandais. C'est récemment, quand les Nandais ont dit, bon, puisqu'on n'est pas aidé, nous allons nous grandir nous-mêmes. Il y a maintenant des milices populaires qui défendent les populations. Et l'armée est là, et pire. Regardez, on apprend tout d'un coup que non, il y a des chars de combat à Lubumbashi. On s'est dit, mais la guerre, ce n'est pas Lubumbashi, ni au Kasaï, ni au Maniema. La guerre, c'est à l'Est. C'est dans le secteur entre l'Ouganda et le Rwanda. Il n'y a que là. Deuxième élément, vous pouvez tout dire. Comment voulez-vous vous êtes agressé ouvertement et vous ne vous plaindrez jamais? Je n'ai jamais vu une plainte du gouvernement à la CP contre le Rwanda, l'Ouganda. Des preuves de l'ONU sont là-bas. Et moi, j'étais à Tchanzu. J'ai vu des tunnels qui traversent la colline où passent les armes en provenance du Rwanda. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Et ici, on ne se plaint pas. On se tait. Et puis on dit, faites partie de la MONUSCO. Mais sans la MONUSCO, on n'aurait pas mis faire soit des M23. L'assistance, donc l'assistance technique sur le sol, c'était la MONUSCO. Vous n'avez même pas... le Congo, et vous devez vous cacher, monsieur. Dans ces pays, nous avons eu des avions supersoniques. De guerre, on a vu ça. Avec Mobutu. On avait une armée aérienne. Maintenant, quand je vois nos chefs d'état-major de l'armée aérienne, ça n'existe pas. Les chefs d'état-major général, quand ils se déplacent, ils entrent dans des avions de ligne civile. Avec nous. Oh, il devait avoir un avion à lui. Fidèle, ça c'est notre débat. Merci d'abord pour cette analyse. On va revenir à vous tout à l'heure. Honorable Boris, vous êtes député élu de Kamango de l'Est. Oui, à Zakari Kenda. Tout à l'heure, je vous donne la parole. Un complément. Parce qu'à suivre Fidèle, c'est comme si les gouvernements n'avaient pas raison ou bien sa demande n'est pas fondée quand à sa demande de réduire de moitié les troupes de la MONUSCO en République démocratique du Congo.
Écoutez, Mathieu, le problème de mon aîné à ma droite, ça relève vraiment d'une mauvaise foi. Le problème est qu'il faut qu'on se tienne au texte qui régisse les Nations Unies. Ça, c'est vrai. Les Nations Unies a ce qu'on appelle la charte. Et la charte, si vous regardez les principes des opérations de maintien de la paix au monde, ça relève d'abord de 3 piliers. Le premier, c'est le consentement des parties impliquées en conflit. Donc il faut que les parties acceptent que la MONUSCO ou soit les Nations Unies puissent intervenir. C'est pour dire que s'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de mission des Nations Unies. Maintenant, ici, le gouvernement vous démontre que sur les 150 territoires, si je ne me trompe pas, il y en a qui presque 3 ou 4 territoires qui sont sous trouble. Et là, est-ce que vraiment, sur les 4 territoires, il faut maintenir 20 000 hommes sur notre sol? D'abord, ça, c'est le refus du consentement. Donc, la République demande que les Nations Unies lui remet dans ce droit-là du consentement, d'accepter 20 000 hommes sur son sol. Ou soit dire non. En tout cas, nous sommes capables de pouvoir nous prendre en charge. Vous nous avez aidés, le moment est arrivé, vous pouvez rentrer. La MONUSCO n'a pas été instituée pour rester au Congo. Alors, si je vois qu'il y a des Congolais qui pensent que réellement que la MONUSCO restera ici, alors ça devient un problème. Mais ils doivent se référer maintenant au texte qui régisse les Nations Unies. Surtout sur la Charte des Nations Unies et surtout sur l'article 39 de ces chartes-là qui institue les opérations de maintien de la paix au monde. Ça demande le consentement des parties impliquées. Première des choses. Deuxième des choses est que le problème qui se pose à l'Est, il faut que lui, qu'il a dit qu'il est passé par Fizi, moi je suis du Nord Kivu, il est passé par là en 2011, mais moi je suis passé là-bas il y a cela un mois. Mais les massacres qui s'effectuent dans les territoires de Béni, c'est à côté des bases de MONUSCO. C'est à côté des bases de casques bleus, bien armés et tout comme ça. Ça, on le dit ouvertement. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le chapitre 7 des Nations Unies? Non. Qu'est-ce que cela s'appelle? Il n'y a pas engagement de force. Allez lire. Je vous dis, allez lire l'article 39 de la charte. Vous n'allez pas trouver où on demande au contingent des Nations Unies de se battre. S'engager dans il n'y en a pas. On demande qu'ils doivent se battre quand il y a défense du mandat. S'il y a un groupe de rebelles qui arrête la MONUSCO, ou soit les Nations Unies de pouvoir effectuer ces contrôles, ou soit ces mouvements sur terrain, alors là, ils peuvent ouvrir le feu. De deux, ou soit s'ils sont en légitime défense. Donc s'il y a un groupe qui les attaque, les Nations Unies... Donc vous voulez dire que c'est une présence qui ne sert presque à rien? C'est une présence qui est là-bas seulement comme une épouvantail dans un champ de manioc, mon cher ami. Les Nations Unies n'ont pas aidé. Les Nations Unies est là, je n'ai pas trouvé où. Il faut qu'ils nous disent où est-ce qu'ils se sont bâtis. Que ce soit les M23, que ce soit les ADF Nalou, dans mon territoire de Béni. Je vous dis qu'il faut que les gens s'informent. Et surtout, il faut qu'on lise les textes qui régissent les Nations Unies. Je pense qu'il faut qu'on revienne là-bas. Qu'est-ce que dit la charte? On va y revenir quand on va faire circuler la parole. D'abord, la parole aussi à Maître Zakari Kenda. J'aimerais commencer avec vous, mais faute de temps qui libre la parole. L'appel au dialogue, respect de la Constitution. Et cette accusation, ce n'est pas une accusation. C'est un député qui effectue des missions sur l'étendue de la République démocratique du Congo, que la MONUSCO n'agit pas devant les tueries et autres menaces face à la population. Votre réaction, vous êtes de l'opposition? Merci, Mathieu. Merci surtout pour votre invitation. Merci. Moi, je crois que nos amis qui sont venus nous trouver en politique en 2001 avec l'avènement de M. Kabila, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Ils ont encore beaucoup de choses à se mémorer, la mémoire. Mais je me demande, mais Kabila, c'est un père, il a quand même des enfants. C'est un fils, il a sa mère, son père a été fauché. C'est un mari, il a une femme. Il a eu une chance incommensurable d'avoir la destinée de ce pays pendant 15 ans. Comment ils ne peuvent pas les laisser libres? Comment cette majorité numérique ici, fabriquée de toutes pièces, et je n'ai jamais compris 48% devient une majorité par rapport à 52, pourquoi ils ne peuvent pas laisser Kabila libre? Ah, vous êtes 52 divisés, vous n'êtes pas aussi 52. Nous sommes 52. On va arriver, c'est la deuxième partie. Pourquoi on ne peut pas les laisser libres? Pourquoi on ne peut pas les laisser partir en paix, je jure, de toutes ces fortunes qu'il a amassées dans ces pays? Les laisser partir? Oui. Mais quand on vous dit que la résolution, c'est un cheveu dans la soupe qui vient de se jeter là, parce que la résolution parle du respect du délai. On dirait que le respect du délai, ça a des microbes. Pour la majorité. Le respect de ces délais-là, c'est comme s'il y a des microbes. Lorsque vous y touchez, les microbes vont vous saisir.
Ils vont tuer le pays. Parce que la proposition semble être floue. Elle est floue. On ne parle pas de délai constitutionnel. Elle est floue comment appelle... quand elle a nommé le même secrétaire là, quand on a nommé Edem Kodjo ici. Vous ne les avez pas vus sur tous les toits? Quand nous disions que non, Edem Kodjo n'est pas le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Vous ne les avez pas vus jubiler? Vous ne les avez pas vus? Quand il faut jusqu'à dire que la MONUSCO ne s'est jamais battue ici. Mais la brigade qui était à l'Est, la brigade spéciale. Oui, brigade spéciale. Ça, c'est vrai. Non, attendez, moi, je ne vous ai pas interrompu quand j'ai parlé. Vous avez la parole, maître, on y va. J'ai une profession qui me demande la discipline. Quand quelqu'un parle, je le regarde. Vous avez la brigade qui s'est battue. Vous avez des drones de la CENI et de la MONUSCO qui ont des faits M23. Comment vous oubliez si vite comme ça, alors qu'il n'y a même pas encore 5 ans? Comment vous pouvez oublier? On nous a dit que c'est les FRDC qui avaient des faits M23. Quoi? C'était les FRDC ici. Qui ont fait quoi? Qui ont fait quoi? Donc pour vous, je vous pose cette question. Je suis acteur politique. Pour vous, il faut la MONUSCO parce que les FRDC sont toujours défaillantes? Là, je ne dis pas qu'elles sont défaillantes. Et ce n'est pas moi qui les ai appelées. Ce n'est pas l'opposition qui les a appelées. C'est le pouvoir qui les a appelées. Mais comment veux-tu qu'on vous respecte? Comment voulez-vous qu'on fasse partir la MONUSCO quand un pays, une nation, un gouvernement d'un pays dit je n'organise pas les élections parce que je n'ai pas l'argent? On va vous respecter. À quoi ça rime MONUSCO et organisation des élections? Vous ne savez pas. Voilà, ça c'est une question. Mais le respect d'une nation dépend de quoi? De plusieurs facteurs. Quand vous tuez vos propres compatriotes, quand on trouve des charnières dans votre propre pays, et vous voulez qu'on fasse cadeau et la MONUSCO puisse partir, alors que la même MONUSCO a eu le mandat de venir. J'ai entendu parler ici d'un consentement. Je ne sais pas ce que ça veut signifier. Le consentement, la MONUSCO est venue violer la RDC. Elle s'est imposée. Gouvernement. Mais non, mais elle est là. Maintenant, ça, ce sont des éléments qui viennent au niveau du consentement. Le consentement a déjà été donné. Quand une femme vous a consenti, vous l'avez mariée, cela ne veut pas dire que pendant le mariage, vous n'avez pas de petits problèmes. Vous avez des petits problèmes que vous devez toujours régler. À tout peut être remis en cause. Mais le consentement, les choses ont évolué, maître. Alors, vous êtes avocat, vous le savez. La MONUSCO ne peut pas laisser ses troupes partir quand on voit même les nationaux être tués par ses propres armées, sa propre police. On trouve des charnières. On refuse de organiser les élections qu'on a déjà organisées par 2 fois de suite. Qui n'a pas chanté dans ce pays? Kabila est le seul qui a organisé les élections. Il est le seul. Plus question de prendre le pouvoir par hasard. Plus question de partage équilibré du pouvoir. Qui n'a pas entendu? Et aujourd'hui, nous arrivons pour que nous puissions prendre le pouvoir dans les urnes. Ça devient, on n'a pas l'argent. Et la MONUSCO dit, vous devez aller dialoguer. Là, ils sont d'accord. Là, quand on parle de dialogue, ils jubilent. Mais quand on touche seulement au respect du délai constitutionnel, ils veulent prendre l'enfant d'autrui en otage. Laissez-moi alors mari. Non, je n'ai pas parlé comme équilibre la parole, s'il vous plaît. Je n'ai pas parlé comme Kabila a une femme qu'il doit s'occuper. Il a des enfants qu'il doit s'occuper. Il doit s'occuper de ses enfants. Il a fait son temps. Il a fait ses 15 ans. Nous allons dire bravo. Il nous a élargi les routes. Nous irons les consulter à Kingakat pour le reste des travaux, pour le reste du projet dans ce pays. Qu'on les laisse libres. Il ne faut pas qu'on vienne ici. Quand on veut parler du délai constitutionnel, c'est comme si c'est diabolique, c'est satanique, c'est un tabou, comme s'ils ne s'entendaient pas un jour. Qu'ils lui répondent. Il n'a pas de réponse à donner. On va attendre tout à l'heure. Alors, honorable, vous faites les études, vous étudiez à fond cette problématique des Nations Unies, sa charte et autres. Est-ce ça rime, Nations Unies et sa troupe ici, qu'on appelle MONUSCO avec les élections? Est-ce des droits? Moi, je n'ai jamais attendu au monde où on peut inciter une mission des Nations Unies pour organiser les élections. Au moins que maître me le cite. Ou maintenir peut-être l'appel hors des élections. Un pays au monde où on appelle les Nations Unies pour organiser des élections. Ça, je n'ai jamais attendu. Alors, si les gens peuvent penser que les Nations Unies est ici pour les élections, alors il manque. Pourquoi les Nations Unies est arrivée ici? Les Nations Unies est arrivée ici puisque nous avions des problèmes. Le pays était divisé. Et voilà qu'ils nous ont aidés à avancer. Nous avions déjà organisé les élections. Mais la MONUSCO était ici, mon cher ami. Même le maître qui est ici à ma gauche. Est-ce que la MONUSCO a interdit quand les éléments de Jean-Pierre Bemba, après le deuxième tour, le premier tour des élections en 2006, est-ce que la MONUSCO a interdit la population de pouvoir se soulever, ou bien les militaires de pouvoir se soulever? Il était là. La MONUSCO à ce moment-là. Il y avait même une brigade d'imposition de la paix qui est venue de la France. Et ces éléments étaient tous ici avec des blindés, tout consort. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces jours-là? Mais il y a eu de la guerre ici dans la ville. Il oublie ça. En 2011, ici après les élections, il y a eu des troubles en Bujumaï, il y a des troubles au Kananga, il y a des troubles à Kinshasa.
et la présidente de la MONUSCO était ici. Il y avait toute une brigade de l'Ouest, qu'on appelle ça le brigade de l'Ouest. Est-ce que ces gens-là ont empêché les gens de pouvoir commettre les bavures qui se sont passées après les élections? Le problème de lier les élections avec la présidente de la MONUSCO, c'est réellement un manquement grave à la souveraineté de notre Comme nation. une imposition de la MONUSCO. Je pense que c'est une imposition et que nous devons le décrire. D'accord, honorable. Jean-Hervé Mbellou, est-ce une imposition, vous le pensez? Je crois que nous devons rentrer tous aux fondamentaux même de la création des Nations Unies. Les Nations Unies ont comme première responsabilité à travers le monde la paix et la sécurité internationale. Il est vrai que la MONUSCO peut s'intéresser, ou les Nations Unies peuvent s'intéresser à une situation dans un coin donné de la planète lorsque cette situation tend à entamer la sécurité et la paix internationale. Mais la MONUSCO ou les Nations Unies n'ont pas pour mission d'organiser les élections ou de garantir l'organisation des élections. L'organisation des élections incombe aux dirigeants, c'est de la responsabilité des autorités internes. Et pour le cas de la République démocratique du Congo, l'organisation des élections incombe à la CENI. Et je constate même que dans cette résolution à laquelle nous faisons allusion, les Nations Unies ont fait la confusion entre les compétences dévolues au gouvernement et celles qui sont dévolues à la CENI. Par exemple, les Nations Unies demandent au gouvernement de régulariser les listes électorales et d'établir un code de bonne conduite électorale, alors que ces deux missions-là sont de la responsabilité entière de la CENI. Donc il me paraît important, en vue de permettre que les troupes des Nations Unies qui sont chez nous puissent faire leur travail, que les résolutions qui sont prises à partir de New York puissent tenir compte de l'évolution sur terrain, qu'elles puissent tenir compte des réalités sur terrain. Le gouvernement n'a jamais demandé le retrait désordonné des forces des Nations Unies. C'est dans un cadre d'un dialogue stratégique, disons d'un dialogue entre les deux parties, qu'ils ont convenu, les deux parties, de la réduction, même de la moitié des troupes des Nations Unies. Parce qu'en maintenant les 20 000 hommes, cela n'augmente pas l'efficacité, parce que les Nations Unies ont toujours eu ces effectifs-là. Donc, on ne peut pas confondre les effectifs avec l'efficacité sur le terrain. Si le nombre de troupes de la MONUSCO chez nous devait être un facteur de l'efficacité, aujourd'hui, la MONUSCO aurait terminé toutes les poches d'insécurité qu'il y a dans notre pays. En ce qui concerne l'élimination des FDLR et les autres, la MONUSCO n'a jamais rien fait d'elle-même. Ils travaillent ensemble avec le gouvernement de la République, avec notre armée. C'est avec cette armée que la MONUSCO a pu bouter dehors un certain nombre de poches d'insécurité qui troublaient la sécurité dans notre pays. Alors, au jour d'aujourd'hui, y a-t-il nécessité qu'on puisse garder 20 000 hommes sur le territoire? Je rappelle à mes co-débatteurs que le gros des troupes de ces 20 000 hommes s'est cantonné à l'est de la République démocratique du Congo. Comment on peut comprendre que c'est également dans ce coin-là où il y a 20 000 hommes, c'est là où il y a l'insécurité, c'est là où il y a des incursions et qui causent des massacres des populations civiles à côté de la MONUSCO, sous la barbe de la MONUSCO. C'est ainsi que je dis que cette résolution-là ne tient pas compte des réalités sur le terrain. C'est vrai que la résolution appelle les Congolais au dialogue. Mais pourquoi est-ce que nous n'allons pas au dialogue? Pourquoi est-ce que l'opposition ne veut pas aller au dialogue? Parce que les Nations Unies... C'est comme si ça vous intéresse seulement le dialogue. Mais comment on vous dit aussi élection dans les délais constitutionnels? Les délais constitutionnels, la majorité présidentielle, même le président de la République n'ont jamais dit, aucun jour, j'aimerais qu'on me présente des preuves sur cette table, que le président de la République et même la majorité présidentielle ont déjà préconisé de violer la Constitution, ou ils ont accepté de glisser ou d'aller au-delà de la Constitution. C'est la CENI qui organise les élections. Non, mon cher ami. La CENI aujourd'hui a les moyens. Nous avons connu les premières élections des gouverneurs. Donc la CENI est en train d'évoluer. Il faudrait que l'opposition se prépare aux élections. Il faudrait que nous comprenions que les délais constitutionnels, c'est comparable au délai de la naissance d'un bébé dans une famille. Le médecin vous donne la date de la naissance du bébé. Mais le bébé peut arriver avant, ce bébé peut venir après. L'essentiel est que le bébé arrive au monde dans les bonnes conditions et qu'il soit en vie, qu'il soit en sécurité, lui et sa maman. C'est ça le plus important. Le plus important est que ces élections se tiennent dans les conditions les plus acceptables avec les résultats crédibles. Le Congo a consenti beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. Le président de la République a consenti même des sacrifices
personnel. On ne peut pas sacrifier ou rejeter tous ces sacrifices. Merci Jean-Hervé. Pour organiser les élections. Équilibre la parole Jean-Hervé. Ça d'accord. Fidèle Moussangou comme analyste politique, avant qu'on passe à la deuxième thématique, je vais vous poser ma question clairement. À suivre M. Jean-Hervé avec cette anecdote en disant les médecins peuvent bien prédire la date de naissance, mais l'enfant peut venir soit avant, soit après. Pensez-vous qu'il est en train d'insinuer une quelconque transition, le dépassement des délais constitutionnels pour l'élection présidentielle? De vous tous, j'ai la chance d'être né avant l'indépendance. Oh. Ensuite, j'ai grandi dans une famille de politiques. Moi, je suis né avant l'indépendance. Ah, ouais. Donc, j'avais presque 9-10 ans quand on a l'indépendance. Moi, j'ai vu Lumumba, chez moi à la maison, Kachamura, Kassaoubou, Kalonji. Donc, je connais, mon père était un politicien de province. Et je suis né et grandi dans une ville cosmopolite, Bukavu. Et je connais l'Est mieux que lui. Il y a ceci. Regardez l'histoire de ce pays. Vous savez quel est le rôle que l'ONU a joué ici? Moi, je me rappelle, moi j'étudiais dans un collège, Notre-Dame. 6 jours après l'indépendance, la guerre éclate à Bukavu. Qui fait la guerre? Les paracommandos belges, qui étaient en face de la Tchangoukou. L'armée congolaise à l'époque, vaillante, chasse les paracommandos belges. Quelques temps après, c'est le commando de Mobutu qu'on a chassé. Ils sont passés par le Rwanda, qui n'était pas indépendante. C'est toujours l'armée congolaise vaillante. Mais quand éclate la sécession, au Kasaï et au Katanga, où est l'armée congolaise? C'était des briscards qui ont changé de statut. C'est devenu des pillards, des violeurs. Les viols ont commencé après l'indépendance. Moi, j'ai vu ça. À Bukavu, on a violé, on a tué. On a violé des femmes blanches. À 10 ici. Vous oubliez ça? Vous n'allez pas faire cette C'est pour vous dire ceci. Jusqu'à maintenant. C'est quand j'arrive. Finalement, l'ONU, qui est chargée du maintien de la paix et de la sécurité à travers le monde, je suis content qu'il est sur à travers le monde, prend la résolution d'intervenir au Congo. D'abord des négociations. On négocie avec Tchombe, on est Kinshasa. Mais vous savez que l'accident en Ndola, que l'ONU s'énerve, intervient militairement et chasse la sécession katangaise. Et le pays redevient normal. Malheureusement, la rébellion occupe les 3 quarts du pays. Et pendant une année, 2 ans, Kinshasa, Léopoldville, est incapable. Fidèle, si on peut sauter rapidement cette J'arrive. Je vous donne si c'est important. Non, j'arrive maintenant pour dire que quand les Congolais veulent prendre leur destin en main, ils le font. C'est Tchombe, le sécessioniste, qui revient et qui dit non, j'ai compris, il n'y a pas d'armée, mercenaires, il remet la paix. Il organise les élections en 64. Il les gagne, malheureusement. Mais vous voyez le deuxième rôle de l'ONU. Maintenant, quand le pays est agressé par des pays voisins, sous couvert d'Interam et compagnie, qu'est-ce qui se passe? Nous ne parvenons pas à nous entendre. Nous sommes encore à la Sainte City. Et là, l'ONU intervient. Est-ce que ce n'était pas la demande du gouvernement de la RDC? Non, l'ONU a comme mission principale le maintien de la paix et de la sécurité à travers le monde. Quand quelque part la paix est menacée, l'ONU intervient même de plein droit. La charte le dit. Et parfois, elle applique chapitre 7. Là, on ne demande pas l'avis du gouvernement. Mais chapitre 7 qu'on ne voit pas s'engager dans les Mathieu, comment voulez-vous que l'on demande l'autorisation qui le pays est divisé par 3? Il y a les Ougandais, les Rwandais. L'ONU s'impose. Voilà. Maintenant, j'arrive à la question fondamentale ici de la MONUSCO ici, que de messieurs ici disent que, écoutez, la MONUSCO... Mais en 2006, qui a transporté les urnes? Ce n'est pas la MONUC. Le Congolais n'a même pas un hélicoptère de combat, le Congo. C'est les amis de la MONUSCO qui ont transporté les urnes. On ne fait pas ici un bilan de l'armée. Ce n'est pas un bilan. Je constate une chose. Ça, c'est notre chapitre. Je constate une chose. C'est que vous ignorez que c'est la MONUC, donc l'ONU, qui a joué le rôle d'assistance technique. Transporter les urnes, transporter les opérations, même sécuriser les bandes en 2006. En 2011, même chose. C'est pour vous dire que... besoin de 20 000 hommes. Non, écoutez, pour vous dire les 20 000 hommes, c'est quoi? Je suis désolé qu'on dise que... Il y a une question qu'on vous pose. Ouais. Pour ça, il faut 20 000 hommes. Oui, il faut même plus. De logistique. Il faut même plus. Pourquoi? Parce qu'il faut dire la vérité telle qu'elle est. Notre armée est infestée des éléments des pays agresseurs. Ils sont là-bas. Fidèle, répondez à ma question. Ça, c'est un autre débat un jour sur l'armée. Non, Mathieu. S'il vous plaît, Fidèle. On a besoin de ces 20 000 hommes parce que c'est grâce à ces 20 000 hommes qu'on a chassé l'M23, qui est une armée rwandaise régulière déguisée. L'histoire le dira un jour et le Rwanda paiera cher. C'est grâce à la MONUSCO que maintenant, on ne se tire pas dessus.
Sinon, si la MONUSCO, c'est pas, nous allons nous entretuer comme des Burundais. Ça, d'accord. Ma question, ouais. Les docteurs qui prédisent la naissance de l'enfant, soit avant, soit Vous après. savez, Mathieu, voilà. Je suis content qu'il touche le doigt la question. Parce que l'appel au dialogue de l'ONU cachait quelque chose. Quand on dit que la majorité n'a jamais prévu le glissement, mais ici, il y a un professeur de droit constitutionnel qui a écrit un livre où il a osé nous dire que tous les articles de la Constitution sont révisables. Ça crée un tollé. Qu'est-ce qui s'est passé? On préparait toujours le glissement. On préparait de faire sauter l'article 220. C'est ça, un prof d'université, droit constitutionnel. 2, à un moment donné, avant le 19, 20, 21 ici, on a prévu un recensement général. Oh, d'après les spécialistes, les recensements peuvent prendre 5 ans. Donc, on voulait toujours sauter le verrou de 220. Bon, qui a fait ça? C'est proposé. On a même créé l'histoire du professeur comment on appelle ça? Hein? L'ONIP, qui n'a vécu que l'espace des matins. Oui. On dit, mais monsieur, arrêtez ça. Alors, tout droit, nous allons vers une transition? Non, nous risquons d'aller vers une situation d'illégalité terrible. Parce que, j'ai toujours répété, le mandat est limité dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, ça d'accord. Oui. Alors maintenant, si on arrive au bout, on a fait des subterfuges, on a même été jusqu'à violer la Constitution avec l'histoire des élections des gouverneurs et des commissaires spéciaux. Et on veut nous les imposer, nous. Nous disons non. Ah, ils sont déjà gouverneurs. Hein. Oh non, écoutez, Mathieu, voilà, ils partiront. Équilibre la parole, Zachary. Voilà. Zachary, vous partagez les mêmes points de vue. Où est-ce que nous allons finalement? On ne sait pas quand l'enfant doit venir. Bien sûr, la fin du mandat approche. Est-ce que pour cela qu'il faut mettre le pays au chaos? Soit on avance un peu, soit on recule. L'enfant, comme dit le médecin, c'est la science. La science a des à peu près. Ça, c'est vrai. Voilà la résistance. À ne pas considérer la résistance de l'air. La vitesse est de 2. J'ai la chance d'avoir fait la scientifique, avoir fait biologie-chimie. OK? Voilà. Mais en politique, lorsqu'on a la Constitution comme la boussole, qui indique que les élections ont une périodicité de 5 ans renouvelable après 5 ans. Là, ce n'est pas encore une science exacte. Il faudrait qu'il y ait un élément extérieur qu'on appelle soit de force majeure ou des cas fortuits qui puissent empêcher la tenue de ces élections. Ça, d'accord. Vous ne pouvez pas les tenir, vous ne pouvez pas les organiser, diriger le gouvernement sans que l'Assemblée ait eu de problème, ni de litige, ni de crise, sans que le gouvernement ait connu une crise, sans que la présidence ait eu une crise. Vous vous réveillez le matin, vous dites, nous n'avons pas l'argent pour organiser des élections. Ça, ce n'est pas comparable à l'exemple du médecin qui a prédit l'enfant. Ce n'était qu'une parenthèse. J'ai entendu mon frère de droite. Rapidement, en une minute, on a la J'ai entendu mon frère de droite, qui vient d'arriver en politique, bien sûr, que nulle nation au monde, l'ONU est allé diriger les élections. Pourquoi quand il s'agit de vous, vous vous acclamez quand il s'agit de votre gain, de votre cause? L'effort, c'est notre aîné. Vous pouvez le rappeler, en 2006, il y a une armée ici qu'on a appelée Effort, qui est venue de l'Europe pour superviser les élections. Voilà. Qui est venu ici? Moi, je n'aime pas faire les débats avec les gens qui oublient vite. Superviser, appuyer le gouvernement. Appuyer pour arrêter les gens qui allaient faire des troubles. Une armée. On vous dira que l'effort, ce n'est pas les Nations Unies. C'était une force de l'Union européenne. Et puis, vous dites que la MONUSCO ne peut pas organiser les élections. Mais les élections dans des pays civilisés, c'est le ministère de l'Intérieur qui les organise. Normalement. Ce n'est pas la CENI. Mais pourquoi la CENI? C'est parce qu'on vous trouve des hommes sans confiance, sans respect de la parole donnée, sans respect des engagements pris. Mais vous y avez participé à sans engagement de l'honneur, sans savoir qu'il y a l'honneur à défendre. Voilà pourquoi la MONUSCO doit être là. En 2011, vous n'avez pas appris que la CPI est circulée ici pour arrêter les gens qui allaient faire des troubles? Et quand vous étiez favorable, quand il vous était favorable, vous saviez que le Kabila était bien soutenu, il allait passer, vous n'avez pas osé parler. Et quand nous crions de l'autre côté, vous ne nous avez pas entendu. Vous dites aujourd'hui, vous voulez aller au dialogue pour des élections apaisées, crédibles. Mais nous avons dit en 2011 que ce n'était pas des élections. Ça, c'était ça, le pays a frôlé la catastrophe. Heureusement, il faut devoir tout à l'âge de Tshisekedi. Vous n'avez pas accepté. Vous nous avez dit que c'était des élections vraies où Kabila a passé, il n'y avait pas eu de fraude. Moi qui vous parle, j'étais le meilleur élu de toute la province du Kassai occidental. Demandez à Maker, moi que je l'ai battu comme un fils, comme un bébé. J'étais un candidat élu proprement. J'ai des PV 260 cachés à la banque. Je les ai déposés à la banque. Je sais pourquoi c'est à la banque. Donc, il ne faut pas dire, il ne faut pas manger comme des poules. Parce que la poule, quand elle mange comme ça ce qui lui plaît, elle jette ce qui ne lui plaît pas, elle mange ce qui lui plaît. Non!
Prenez tout, vous dirigez le pays, vous assumez les positifs et les négatifs. Je n'ai pas terminé. Alors, il faut circonscrire dans le temps. Il y a la deuxième thématique, s'il vous plaît. Comme on vient de vous le dire. Nous allons où? Je termine. Soit une transition ou on va vers la MONUSCO, comme on vient de le dire. Sous d'autres cieux, quand on capture quelqu'un en otage, quand on les libère, on voit même un président aller jusqu'à l'aéroport pour les cueillir. Mais combien meurent à l'Est? Combien meurent à l'Est? Pas même un deuil, pas même une protestation diplomatique, pas même une protestation du gouvernement, pas même une communication du président de la République. Chaque jour, vous voyez Obama au micro, Hollande dans des micros. Mais chez nous, on ne parle pas, on fait du silence un dogme. On fait du silence un don. On fait du silence une faveur. On dénonce, voilà pourquoi la MONUSCO réunit tous ces éléments et dit ce sont des bébés, il faut encore les gérer. Nous allons là-bas. Je réponds à votre question. Merci pour ce point de vue. Nous allons vers les élections organisées dans les délais constitutionnels. Kabila doit rester dans l'histoire des géants et des grands pour avoir organisé les élections et pour avoir fait comme Boni Yahi. En 2016 ou 2017 ou en 2018. Boni Yahi, lors des élections législatives anticipées, il avait dit « je ne me représenterai pas ». Il a tenu parole. Et c'est Boni Yahi plus que Kabila. Boni Yahi, le Bénin plus que le Congo. Laissez Kabila partir, il est prêt à partir. Pourquoi vous vous acharnez? Vous avez des dossiers et la justice va s'en occuper. D'accord, Zakari Kenda. D'accord, maître Zakari Kenda. Laissez dormir et partir tranquillement, jouir de ses biens et de son argent. On avance. Alors, nous n'avons que quelques... C'est vous qui voulez avoir des postes, nous n'avons que quelques 8 minutes pour la deuxième thématique. À chacun 1 minute 30 pour donner un point de vue. Moïse Katumbi, candidat de la G7 à la présidentielle, une annonce qui a suscité plusieurs réactions, qui a commencé par l'UNC. On se pose une question ici. Bien sûr, l'opposition qui ne rêve que de l'alternance ou soit le départ du camp kabiliste, maître vient de le dire, c'est bousculer le portillon pour la présidentielle. Et une question pour la majorité. Les calmes, ces silences de la MP qui inquiètent. Alors, je vais commencer avec vous, Delanade. Comment vous avez accueilli, bien sûr, plusieurs candidatures pour l'opposition, dont celle de Moïse Katumbi, mais du côté de la MP, c'est le silence total, alors qu'on vous demande ces élections à temps. Mais je ne sais pas quelle réaction voudriez-vous que la majorité puisse avoir. La majorité qui est préoccupée à répondre à un certain nombre de préoccupations, notamment la préoccupation financière pour que les élections se tiennent dans ce pays. L'opposition est en pleine ébullition par rapport à la candidature de Moïse Katumbi. Peut-être qu'elle est prise de panique vu l'envergure politique de M. Katumbi. Et ça, c'est une cuisine interne à l'opposition. Donc j'estime qu'il est tout à fait normal que la majorité puisse s'occuper à résoudre un certain nombre de problèmes auxquels les Congolais sont confrontés. Mais le plus important dans tout ça, c'est de savoir également que si aujourd'hui, alors que la CENI n'a même pas encore publié un calendrier électoral par rapport à toutes ces candidatures, il y a des gens qui manifestent déjà leurs intentions de briguer la magistrature suprême. Il faut vous dire que c'est aussi grâce à Joseph Kabila. Parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous avons la démocratie, nous avons une véritable démocratie où les gens... On va vous taxer des propagandistes. Non, mais c'est la réalité. C'est aussi la réalité. C'est grâce à Joseph Kabila qu'aujourd'hui on peut parler, on peut présenter sa candidature alors que ce n'est pas le moment. La CENI n'a pas encore donné le go. Rappelez-vous qu'en 2006, nous avons eu 33 candidats aux élections présidentielles. Ça, c'est vrai. Et combien ont battu campagne? Moins de 5 candidats. En 2011, il y a eu 11 candidats. Et combien ont réellement battu campagne sur le terrain? 3. Et combien ont gagné? Et si je vous sors les répertoires des résultats, mais il y a des candidats qui se présentent que pour rire. Donc, il est aujourd'hui nécessaire que les gens puissent garder leur calme. La majorité va concourir à ces élections-là. Il est important aujourd'hui que nous puissions ensemble faire en sorte que ces élections se tiennent dans un environnement apaisé et crédible pour que les résultats ne soient pas contestés, qu'elles ne puissent pas faire l'objet de crises encore une fois que le pays... D'accord, Jean-Hervé, on va revenir à vous. Fidel Moussango, quelle lecture vous faites? L'annonce d'une candidature, ça crée polémique, bien sûr, beaucoup de réactions. Pensez-vous qu'on arrivera à ces candidats uniques, enfin, tels que proposés par Moïse Katumbi? Vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, même moi, j'avais 11 ans, 12 ans au quartier, il y avait des matchs du quartier. Vous savez ce qu'on faisait? On choisissait le meilleur. On savait que tel, à l'extérieur gauche, il est fantastique, inévitable. C'est ce qu'on faisait. C'est ça, c'est le choix dans un état normal et des gens normaux. Or, je constate que depuis un temps, il y a un homme là qui intéresse même l'opposition, même la majorité.
C'est Moïse qui dérange tout le monde. Parce qu'on avait pris pour le bon, c'est un petit commerçant. Etienne Tshisekedi. Non, attention, je parle d'abord, il y a un homme qui intéresse tout le monde. Et curieusement, c'est le plus jeune. C'est Moïse, qui est un produit pur du PPRD. Ils ne peuvent pas me contredire. Il a commencé la politique au PPRD, avant c'était un homme d'affaires. Et puis il a évolué, il est devenu meilleur. Maintenant, au lieu de le féliciter, de s'en approcher, ils l'ont rejeté comme de la pourriture. Mais l'homme échappe. Du côté de la majorité de l'opposition, j'ai l'impression que si, oh là là, il dérange, mais en même temps il attire. Parce que ce n'est pas par hasard que des vieux routiers comme les Mwando Simba, les Pierre puissent dire non, notre Messie est là. Ce n'est pas par hasard. C'est la suite de beaucoup de réflexions. C'est notre Messie. Ils l'ont choisi. Comme ça, il n'est même pas là. Oui. Et puis il n'est pas de G7. Bon, mais les autres bougent un peu. En fait, c'est un non-oui. Ils disent non, mais ils sont avec lui. Parce que vous savez, cet homme-là, il a un... Qu'est-ce qui le rend si populaire? D'abord, son équipe de football. Deux, la province qu'il a gérée. C'est la province la plus riche sur le plan minier. Et il l'a bien gérée et il a fait l'honneur du pays. Ah, c'est vous qui le dites, hein? Non, il y a des chiffres. Quand il est arrivé là-bas, il y avait combien? 18 millions de dollars de recettes douanières. Il est parti 1 milliard de dollars. Et les chiffres de la DGI, les chiffres de l'OFIDA, quand il a dit on n'a pas eu d'accord, non, il a fait 1 milliard. Et ça ne mérite pas quand même des félicitations. Ça mérite de dire non, il est le meilleur. Pourquoi il est le meilleur? Parce qu'il y a... Alors ma question, il y a un problème qui l'attend, la candidature unique au sein de l'opposition. Il a dit, je l'ai suivi, hein, il était clair. Et puis clair et modeste, il va là. Nous sommes en train de nous organiser pour avoir une candidature unique. Pour ne pas connaître les bêtises de 2011, où l'opposition a perdu parce que... Maintenant, en disant cela, il est même dit non, ça peut être le président Tshisekedi, il venait d'être reçu par Tshisekedi, ça peut être Kamere, et puis, oui, mais moi-même aussi. Il est modeste de le dire ça. Alors, c'est un exercice de démocratie au sein de l'opposition. Malheureusement, je ne vois pas de même à la majorité, parce qu'ils ont peur. Les silences de c'est la peur, non, c'est la peur. C'est parce qu'ils ont peur du couperet. Ils ne veulent pas le dire, mais dans les réunions secrètes. Moi, j'ai la chance, dans ma profession, d'aller dans tous les milieux. Les gens sont en train de se demander, mais qu'est-ce qui va nous arriver si Kabila partait aujourd'hui? Ils ont une peur bleue. Ils sont dans l'inconnu. Au lieu de dire, non, monsieur, soyons réalistes, schéma Kabila part. Qui d'entre nous? Fidèle au même. Schéma Kabila reste. Que faisons-nous? Parce qu'attention, c'est des questions fondamentales. Il ne faut pas un matin qu'il y ait un troisième larron, vous savez. On est tous déjà au débat. Tshisekedi Mobutu. Il y a un troisième larron qu'on ne connaissait même pas. Et qui est venu ici? Il a balayé tout le monde. C'est Laurent Désiré Kabila. Venu de très loin. Oui, alors ici, à force de dire, Kabila n'y partira pas. Ou bien il n'en parle pas. Un matin, il y aura un troisième homme qui va venir et on ne parle plus de Kabila. Et de même. D'accord, fidèle. D'accord, fidèle. Honorable. Je l'ai dit comme ça, dans une chaîne, on m'a censuré. Est-ce que quand vous l'avez dit, c'est un coup d'État? Non. Il y a une journaliste comme ça qui m'a censuré pour avoir donné cet exemple de Mobutu Tshisekedi et puis Kabila surgit. Ça d'accord. Un troisième larron. Ça d'accord. Honorable Boris, rapidement, en 1 minute pour que l'homme de l'opposition, Zachary, puisse aussi conclure. Et ça reste un tabou. Bien sûr, ça bouge du côté de l'opposition qui n'arrive pas à s'attendre déjà. Peut-être qu'ils pourront s'attendre un jour. Est-ce une question taboue du côté de la majorité? Écoutez, la question ne nous intéresse pas, puisque ce n'est pas le moment. Moi, je pense que la majorité est structurée et la majorité est bien organisée. Moi, je pense que les gens qui disent... Ah ouais. Je disais que la question ne nous intéresse pas, puisque c'est une question posée hors délai. Et que nous, chez nous, à la majorité présidentielle, nous sommes structurés, nous sommes organisés. Et nous sommes respectueux des textes. C'est ça la question. Nous allons présenter des candidatures. C'est un droit de tout Congolais de présenter sa candidature. Mais quand il faut présenter la candidature? C'est quand on fait l'appel des élections. Et c'est la CENI. Moi, je pense que la CENI est là. On n'a pas institué la CENI seulement pour rester là-bas. Pour vous, l'opposition met la charrue avant les bœufs. Oui, mais bien sûr, mais c'est ça. Mais pourquoi vous voulez qu'on s'agite comme l'opposition s'agite? Même Vital Kamerhe, vous l'avez suivi sur TV5, il demande le G7 de se ressaisir. Pourquoi il demande ça? Pourquoi il demande au G7 de se ressaisir? Donc il trouve que ces gens commencent à jouer un peu avant. Puisque c'est au moins ces jours-là, qu'au moins Vital Kamerhe nous parle de ce qui s'est passé sur l'île de Gorée. Il nous a dit que quand ces gens sont venus ici, ils ont dit que nous sommes allés apprendre comment organiser les élections en Afrique centrale. Mais il nous dit que le G7 a violé les accords qu'ils ont fait là pour créer les fonds citoyens. Et que ce n'était pas la question des gens commençaient à dire « moi je suis président, moi je suis candidat ». Donc voilà un peu ce qui s'est passé sur l'île de Gorée. Quand les gens disaient à la majorité, ces gens ne sont pas allés parler de la question des élections. Ils sont allés créer un problème pour
pour la République. Ils sont allés comploter contre la République. Les gens ont commencé à dire que non, on va encore faire la chasse à l'homme. Donc pour vous, candidature de Moïse et autres, à du côté de l'AMP, ça ne vous inquiète pas? Ça ne nous inquiète pas, puisque ce n'est pas vraiment dans les délais. Et je pense que le jour où la CENI va convoquer les élections, nous aurons un candidat. Merci, et je pense qu'ils sont prêts à le faire à tout moment quand on convoque les élections. Je pense que ce que je vais demander seulement à mon frère, Maître Zakari, c'est quoi? C'est qu'en politique, d'abord je vais vous dire que c'est une science inexacte. Et qu'il ne faut pas dire que la science que vous aviez fait comme moi aussi j'ai fait la biologie-chimie, c'est comme on le fait aussi en politique. Non. La politique, il n'y a pas de nez. En politique, il n'y a pas de nouvelles. Ça m'intéresse puisque le vieux ici en face, il me dit que Moïse Katumbi venait d'arriver, qu'il est plus jeune. Mais les moindres aussi qui sont des chevronnés en politique. Pourquoi on n'a pas demandé à ce monsieur-là, que nous respectons beaucoup d'ailleurs, un député national comme moi, il va se défendre tout à l'heure, pour dire que non, moi je suis d'abord le plus vieux parmi vous. Depuis qu'on a commencé l'Assemblée nationale, il est au Parlement. On a un point, on lui donne une minute. Moi, je voulais vous dire, il ne faut pas qu'il perde des repères. Ouais. Il faut qu'il comprenne que la politique, ce n'est pas la science exacte. Honorable Boris, il n'y a pas une science inexacte comme la politique. Honorable Boris, merci. Maître Zakari, laissez que je vous pose la question pour conclure. On sent que votre leader, Etienne Tshisekedi, il est courtisé par tout le monde, l'opposition. Ici, la majorité pour le dialogue. Enfin, on va vers où? Vous allez arriver un jour à cette candidature unique où c'est l'UDPS carrément, l'UNC à part et Moïse Katumbi à part. Vous savez, c'est une question qui relève pour ceux qui ont fait de la vraie politique. Parce que la politique, on ne l'apprend pas. En une minute, on est vraiment à la fin de la question. On ne l'apprend pas sur la rue, dans des micros. On l'apprend dans les organes du parti. Vous commencez à la base en train d'acclamer jusqu'à devenir un jour président national du parti. Malheureusement, ici, nous voyons l'inverse. On commence par le président national pour devenir simple combattant. C'est un problème qui relève des organes du parti, qui peut relever, par exemple, des congrès même, pour en décider. Ce n'est pas un problème qu'un individu se réveille le matin et dit « j'aime tel et je n'aime pas tel ». C'est un jeu démocratique. Vous avez suivi, il a dit, c'est grâce à Kabila, c'est Kabila qui est démocrate, qui est le père de la démocratie dans ces pays. Mais tout de suite, M. Kabila a réagi dans son bureau et dit « non, vous trompez, monsieur ». Moi, je suis venu avec mon père Mouzé, je suis entré ici avec les drapeaux de l'UDPS. J'ai trouvé les Congolais, vous avez dit que c'est lui le démocrate, c'est lui qui a monté la démocratie ici. J'ai trouvé les Congolais avec des cravates que Mobutu refusait. J'ai trouvé des Congolais avec des villes mortes, vous connaissez Olengakoy, non? Vous les connaissez, c'est les champions des villes mortes. Kabila l'a trouvé ici. Et il venait avec les drapeaux de l'UDPS pour reconquérir les villes qui tombaient comme des mouches. Donc, et puis pas grâce à lui. Et si c'est grâce à lui, si c'est grâce à lui, vous devez être content comme on vous l'a dit. Vous devez être fier de cette démocratie qui vit, qui bouillonne, qui bout à 100 degrés. Vous dites hors délai à quoi? Est-ce qu'il est empêché à Sarkozy de se déclarer avec son parti qui sera président, qui sera candidat? Qu'on attende que François Hollande parte ou dise quoi? Non. Mais Hillary Clinton est là en train de faire la campagne. Ça fait une année. Obama est là. Il est même du parti. Il est même du parti d'Obama. Mais vous, votre démocratie, c'est laquelle? C'est la fin de la démocratie. Mais quelle est votre démocratie où vous ne voulez pas que les gens s'expriment? Pour la candidature commune de l'opposition, Moïse Katumbi, pour ceux qui l'ont suivi ce matin, il est en train de consulter tout le monde. Il est allé voir les pères de la démocratie, le président élu Etienne Tshisekedi. Ils ont parlé pendant 2h30. Les questions lui ont été posées sur RFI. Il dit, nous sommes en train de tout faire pour que nous puissions parvenir à un candidat commun. Il peut s'agir d'Etienne Tshisekedi, il peut s'agir de Kamere, il peut s'agir de Moïse Katumbi. Pas Moïse Katumbi. Oui, il peut aussi s'agir de moi ou de quelqu'un d'autre. Donc je demanderai aux uns aux autres qui ont des déclarations précipitées de mettre de l'eau dans les verres. Merci, Maître Zakari. Donc qu'on sache savoir où va la boussole, où va la pirogue. Attendons voir. L'État n'est pas là pour faire des déclarations de Merci à vous, Maître Zakari Lepes, Fidèle Moussango, chroniqueur, analyste politique, coordonnateur du journal Les Phares. Merci d'être là, d'être venu. Jean-Hervé Mbelou, cadre de la NAD, donc de la majorité, honorable Boris Maïlezo, député national, élu des Kamango au Grand Nord. Il est cadre au sein de l'FDC, un parti de la majorité. Merci d'être venu. Les débats continuent, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir été fidèles. Très bonne continuation, mesdames et messieurs.